Bonjour à tous et à toutes. Merci de votre participation au rendez-vous OACIQ 2023. Que vous soyez ici en présentiel, à la maison, au bureau. Mille merci, on est vraiment ravis de pouvoir vous accueillir. On est dans le volet ici parcours DA, dont le thème est former les courtiers de son agence à la conformité. Comment éviter les écueils? Je suis Alexandre Molinier, je suis syndic adjoint à l'OACIQ. J'ai fait du courtage immobilier pendant 20 ans et je voudrais également vous présenter mon collègue Yannick. Oui, alors bonjour à tous et à toutes. Donc, Yannick Morin, courtier immobilier et directeur de la formation à l'OACIQ. Donc, je suis courtier depuis 2010 et je me suis joint à l'OACIQ en août dernier. Merci Yannick. Alors, l'OACIQ observe des pratiques ou des concepts qui sont encore mal compris par les courtiers. Et lors de cette petite demi-heure que nous allons passer ensemble, on va vous donner 3 exemples pour illustrer ces lacunes qui sont quand même récurrentes. Je sais que vous nous faites souvent part, à juste titre, de votre réalité de DA. Et aujourd'hui, on voudrait vous faire part de notre réalité en tant que régulateur. En fait, le but, c'est de vous aider à prévenir plutôt que guérir certaines situations avec les courtiers. L'idée, c'est la protection du public qui est mise en avant. Et un client qui est, bien informé est un client bien protégé. D'accord ? Parce que l'objectif à terme, c'est d'éviter toutes les conséquences néfastes qui pourraient arriver au terme d'une transaction, comme des poursuites, des diminutions de prix ou des sanctions de l'OACIQ également. Alors vous, en tant que dirigeant d'agence, vous êtes le rempart pour la conformité. On a relevé, comme je vous le mentionnais tantôt, 3 exemples qui sont très parlants pour vous amener à prendre conscience de votre rôle, de vous inciter à sensibiliser vos courtiers, puis de développer des réflexes pour identifier les problèmes possibles dans les transactions de vos courtiers. Vous savez, à l'OACIQ, il y a le centre info, l'inspection, le syndic. Ces 3 services sont vraiment régulièrement confrontés à différentes problématiques, dont les 3 que je m'empresse de vous citer. Alors la première, c'est tout ce qui concerne les transactions en copropriété. C'est un champ de pratique qui est quand même très très particulier, qui nécessite des connaissances spécifiques quant au fonctionnement de ces copropriétés. Puis là encore, l'OACIQ remarque des manquements dans ce type de transaction. Le deuxième élément qu'on voudrait aborder aujourd'hui avec vous exposer, c'est l'importance d'expliquer le certificat de localisation aux parties impliquées, tant aux vendeurs qu'aux acheteurs. Et on finira avec le 3e et dernier élément qui concerne la déclaration du vendeur, qui se doit d'être complète et précise. Alors je vous entends déjà, ça va Alexandre, on connaît déjà tout ça, et on le sait, on sait que vous le savez, mais il ne faut pas prendre pour acquis que tous vos courtiers le savent forcément. Alors si on attaque le premier élément, prenons les transactions, on disait, en copropriété, prenons le cas d'un condo. La transaction d'un condo, c'est une véritable science, il faut bien se le dire. Le courtier vendeur doit notamment informer le public sur tous les faits pertinents à la transaction, afin qu'un acheteur puisse prendre une décision éclairée. Ça, c'est le but principal. Alors comment on y arrive? Eh bien, en effectuant toutes les vérifications requises qui permettent de corroborer l'exactitude des renseignements qu'il va fournir au public. Alors en matière de copropriété, souvent le courtier du vendeur, par exemple, ou de l'acheteur même, va transférer les documents à son client. Tiens, voici le contenu, tu peux les lire. Il faut une implication du courtier. Il faut qu'il vérifie la déclaration de copropriété, qu'il analyse les règlements de l'immeuble, qu'il passe au travers des procès-verbaux, des assemblées, même sur plusieurs années auparavant. Il faut qu'il connaisse le produit qu'il vend. Ça, c'est très important. Il y en a qui nous disent parfois, mais ça va, le vendeur, il habite la copropriété, il connaît déjà tout ça. Non, on doit partir du principe que ça arrive qu'il y ait des propriétaires qui ne vont pas aux assemblées générales, qui ne lisent pas les états financiers. Donc, il faut pouvoir le baquer, si vous me permettez cette expression, et être présent. Le courtier doit être présent.
Pareil pour les états financiers, hein, comme je vous le disais, le fonds de prévoyance, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, bien l'expliquer. Donc, ce que je voulais vous mentionner en plus, c'est que le courtier, si on s'intéresse au courtier de l'acheteur et du vendeur, voilà, c'est d'expliquer, pardonnez-moi, c'est d'expliquer l'état physique de la copropriété qu'il vend, d'expliquer la situation financière et les enjeux actuels ou futurs sur l'immeuble. Bref, toute information dont il a connaissance, il faut qu'il puisse la véhiculer de manière très, il peut vulgariser aussi, mais en tout cas très complète auprès de ses clients. Un autre point, c'est par exemple quand on a des frais de condo qui sont trop bas ou jugés trop bas, eh bien peut-être que le courtier peut expliquer à ce moment-là, faire décoder à son acheteur, bah, regarde, si ces frais de condo sont trop bas, ça peut peut-être occasionner dans le futur des cotisations extraordinaires, hein, donc il faut que tu t'y prépares. On peut le prendre par la main aussi et puis passer en revue l'étude du plan de gestion qui donne une visibilité des travaux à faire dans les années à venir, hein, les priorités, les coûts encore une fois qui vont être occasionnés. Puis, qu'est-ce qu'il doit faire le courtier si jamais il n'a pas accès forcément à toute l'information? Il doit se poser la question, comment puis-je faire pour en obtenir davantage, pour sécuriser mon client? Il peut aussi organiser un appel conférence avec le syndicat de copropriété. Parfois, certains disent que c'est plus dur de rejoindre le syndicat de copropriété. On peut mettre à contribution son vendeur pour dire c'est pour la bonne cause, j'aurais besoin d'un coup de main. Il y a encore des questions qui ne sont pas éclaircies. Donc, face à tout ça, Yannick, qu'est-ce que nos estimés DA pourraient mettre en place pour bien soutenir et encadrer leurs courtiers? Oui, merci Alexandre. Donc, ça fait une grande introduction. J'ai l'air un peu de la plante verte à côté, mais je vais parler à un moment donné. Donc, en fait, ce qui est porteur actuellement pour que vos courtiers puissent apprendre et puissent développer les compétences qu'on s'attend d'eux, c'est vraiment de les mettre dans l'action. Alors, n'ayez pas peur de présenter des cas pratiques. Alors, ça peut être des cas que vous avez inventés de toutes pièces, comme ça peut être des cas qui ont été vécus, soit par votre équipe ou que vous avez entendu parler et que vous allez reproduire. Et là, vous allez inviter les courtiers à se pencher sur ces cas-là. Alors, vous allez faire une réunion, par exemple, d'équipe, où vous allez, si vous avez des grosses équipes, vous ne ferez pas une réunion là, à 100 personnes, vous allez scinder votre équipe, peut-être en groupe de 10, 15 ou 20 personnes, et vous allez présenter différents cas. Et vous allez voir comment vos courtiers réagissent. Il y a des questions qui vont fuser à gauche et à droite. La composition de l'équipe que vous allez retenir est importante également. C'est-à-dire que c'est toujours les extrêmes qui peuvent causer certaines problématiques ou nous amener à se remettre en question. Alors, vous avez des nouveaux qui entrent dans la profession et donc qui ne peuvent pas tabler sur de l'expérience, sur des transactions passées. Ils y arrivent. Donc, vous allez en prendre deux autres. Vous avez ceux que ça fait une dizaine d'années, entre 10 et 20 ans, qui sont courtiers. Eux ont de l'expérience, sont quand même bien assis. Et vous avez les autres qui sont d'une vingtaine d'années et plus d'expérience, où eux autres, des fois, il va y avoir des plis qui vont être à défaire. Il ne faut pas aiser un petit peu plus sur le fer à repasser pour défaire des pratiques qui sont en place depuis plusieurs années et qui sont amenées à évoluer dans le temps, en regard de la législation ou des façons de faire. Donc, vous regroupez ces personnes-là ensemble et là, vous allez être capable de retirer de ces échanges-là des informations que vous allez pouvoir tracer un alignement pour amener vos courtiers vers les meilleures pratiques. Hein, Brigitte? Meilleures pratiques? Parce qu'hier, on a eu, on appelle ça un dry run, là, donc, puis on a été briefé sur les bonnes façons de faire, donc je l'ai bien dit. Alors, donc, c'est ça. Alors, c'est important d'amener vos courtiers à pouvoir bien faire les choses à ce niveau-là. Et ces courtiers-là que vous allez prendre, si jamais vous ne le faites pas avec l'ensemble de vos courtiers, parce que peut-être votre agence est trop grosse ou il y a un manque de temps, on en manque tous là, du temps. Donc, ces courtiers-là vont devenir porteurs, disons, entre guillemets, de bonnes nouvelles. Ils vont être capables de reproduire les meilleurs comportements qu'on s'attend d'avoir dans la pratique auprès des collègues et des fois des nouveaux qui arrivent, qui vont être capables de transmettre le message. Donc, ça, c'est vraiment une façon de faire à privilégier. Merci beaucoup, Yannick. Donc, c'est des concepts que vous opérez déjà probablement, mais c'est vrai que c'est toujours
intéressant de se les faire remémorer. Si on attaque le deuxième concept dont on voulait vous parler, c'est le certificat de localisation. Certificat de localisation, il y a encore des lacunes. Un certificat de localisation, c'est un peu la pièce d'identité de la propriété, hein. Donc, on observe qu'il y a des courtiers qui sous-estiment l'importance du contenu du certificat de localisation. Je ne suis pas en train de dire qu'ils sous-estiment la nécessité d'en obtenir un, mais vraiment du contenu et de pouvoir l'expliquer aux acheteurs et aux vendeurs, hein. Donc, c'est très important d'obtenir de la part du vendeur le certificat de localisation le plus vite possible pour que l'acheteur potentiel sache exactement où il met les pieds, qu'est-ce qu'il achète, hein. Et puis, à cet effet-là, il faut que le courtier du vendeur puisse non seulement le lire, mais, comme je vous disais, expliquer, divulguer les facteurs qui seraient défavorables pour le public. On a certains courtiers, par exemple, qui disent « quand on aura une offre, on fera préparer un nouveau certificat de localisation ». Non, c'est déjà trop tard, c'est déjà trop tard, hein. Ou il y en a d'autres qui disent, qui mentionnent sur la fiche descriptive qu'il n'y a pas de certificat de localisation ou qu'il est en préparation. Bon, ben ça, pourtant, ils ont des manières d'aller vérifier, d'aller glaner de l'information sur ces contenus de certificat de localisation, en vérifiant par exemple les anciennes DV ou les fiches descriptives antérieures, l'acte de vente, enfin bref, il y a un panel de sources possibles pour aller détecter tout cela. Si vous êtes le courtier de l'acheteur et que le certificat de localisation n'est pas encore disponible, qu'est-ce qu'il faut faire pour informer votre client? Qu'est-ce qu'on doit faire? Ben, déjà, le mettre en garde sur les risques ou les conséquences de l'avoir seulement chez le notaire, parce que ça arrive, hein. On l'a 2 jours avant l'acte notarié, ça devient problématique. Donc, qu'est-ce que peut faire le courtier de l'acheteur? Il peut lui aussi aller se référer auprès d'actes de vente antérieurs. Il y a des actes de servitude qui sont forcément disponibles, ou des anciennes fiches descriptives, des anciennes DV, comme on le mentionnait il y a quelques instants. Parce que dans les promesses d'achat, vous aurez remarqué que l'acheteur a rarement le temps ou la possibilité de se faire expliquer le contenu du certificat de localisation. Oui, on met souvent dans l'offre, il y aura un certificat de localisation est requis à la charge du vendeur pour l'acte notarié. Puis ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Si tu as un problème, tu verras avec le notaire, mais parfois c'est trop tard. Donc, le résultat de l'obtenir en retard, qu'est-ce que ça fait? Vous l'avez probablement déjà vécu sur le terrain. On est à 2 jours du notaire. Le notaire appelle l'acheteur. Il dit « Voici ce que le certificat de localisation révèle. Ta maison est enclavée. » « Ah bon ?» dit l'acheteur. « Comment ça? Ça veut dire que je ne peux plus passer à tel endroit ?» « C'est exact. Donc, les projets que tu avais préparés sont malheureusement anéantis. » Panique à bord, évidemment. Là, ça se téléphone partout. Je crois que les courtiers, là, ils sont plusieurs fois au téléphone à ce moment-là pour pouvoir régler cela. Et on a un acheteur qui ne veut plus acheter. Ou alors il impose une diminution sévère de prix. Bref, ça met tout le monde dans l'embarras. Et puis ça multiplie les risques de poursuite envers le vendeur et puis envers le courtier d'ailleurs. Donc il faut être vraiment très très vigilant pour le courtier à ce niveau-là. Là encore, docteur, qu'est-ce qu'on a comme solution? Docteur, merci. Oui, encore faut-il qu'il soit dénoncé. Ben oui. C'est ça, il y a des exemples qui sont plus nuancés que d'autres. Disons ça comme ça. Mm-hmm. Ça peut dire, mais il y a plein d'exemples. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un facteur défavorable qui fait que les parties freinent. Et ils le savent à la dernière minute, finalement. Hein? Alors, docteur va prendre la balle au bord. S'il vous plaît. Alors, donc, le premier exemple, le premier concept, quand on parlait des condos, je vous avais dit, vous pouvez prendre un cas qui est réel, mais vous pouvez également forger un cas, donc en créer et le faire partager avec vos courtiers. Ici, ce qui est important, c'est de prendre vraiment et absolument des cas réels qui sont et qui ont été judiciarisés. Pourquoi? Parce qu'on veut que ça reste imprégné dans la tête du courtier la conséquence. Qu'est-ce qui arrive si je ne remplis pas mes obligations
Et c'est réel parce que même si on tape sur le clou puis qu'on dit « faites attention, il y a des conséquences, il y a ci, il y a ça », on dirait que ça ne prend pas racine dans l'expertise du courtier tant qu'il n'y a pas un fait vécu, tant qu'il n'y a pas un élément qui voit vraiment qu'il y a eu un impact. Comme Alexandre mentionnait, il y a un impact dans le certificat de localisation. Et ce sera quoi l'impact réel? On va toujours réussir à s'en sortir. Rendu chez le notaire, on va s'entendre, on va avoir une petite négociation, puis ça va passer comme du beurre dans le poêle, comme on dit. Mais non, c'est pas toujours le cas. Des fois, ça marche pas, des fois, ça passe pas, et on est obligé de transférer le dossier à l'OACIQ. Et là, c'est toute la machine qui embarque en fonction, et il y a des conséquences qui vont jusqu'à des pénalités et des conséquences judiciaires. Donc, c'est important que le courtier voit ça et que les gens dans votre agence puissent se positionner à ce niveau-là. Comment aurait dû réagir le courtier dans telle situation? Alors, vous en prenez des situations comme ça et vous avez tout le détail, vous l'avez jusqu'à la fin. Alors qu'au premier concept, la situation que vous inventez, c'est une projection. Vous vous dites, ben, il devrait se produire telle chose, il devrait arriver tel événement. Mais là, on l'a, vous avez tout le scénario au complet. Alors, profitez-en et ça va être marqueur dans l'esprit de vos courtiers de voir ce qui est arrivé vraiment et que ça se produit dans la vie de tous les jours. C'est là d'ailleurs que prend tout son sens, là, prévenir plutôt que guérir. Il y a monsieur qui avait une question. Oui, pardon. Mm-hmm. Est-ce que tu veux que j'aille, Alexandre? Volontiers. C'est pour cette raison-là que votre, puis c'est un peu, on vend le punch, c'est mon troisième point, mais c'est pas grave, je vais en parler tout de suite. À cet exemple-là, vous avez, en tant que DA, le rôle de modèle. Alors, c'est un concept en enseignement de modélisation, donc vous avez ce rôle-là de modèle et de prendre différents cas variés, pas toujours les mêmes cas qui s'appliquent sur les mêmes choses, varier vos scénarios, varier vos cas pour justement répondre à ça. Et comme vous le dites si bien, oui, le courtier a le devoir de reconnaître sa limite, ses compétences professionnelles. Il y en a des fois qui vont pas, la limite est floue. Hein, ils la connaissent pas vraiment. Alors des fois, ils vont y aller, ils vont faire le pas quand même parce qu'il peut avoir une rétribution qui est intéressante, parce qu'ils vont aider un client, parce que. Alors, ben c'est ça fait partie des choix. Donc, alors, mais c'est important de lui dire, je comprends que tu veux bien servir ton client, je comprends que tu as travaillé avec lui, que tu as investi du temps, puis que là, tu veux toucher ce qui va venir à la fin, la rétribution, mais adjoins-toi les services peut-être d'un collègue, peut-être d'un expert, peut-être d'un avocat qui va venir t'appuyer là-dedans, parce que tu ne connais pas ça, même si tu as le permis pour le travailler. Hein? Parce que le permis nous donne un accès large et on ne peut pas être spécialisé dans tout ça. L'autre volet de votre question qui était concernant la spécialisation. Au niveau de la spécialisation, on ne va pas là actuellement. On ne va pas donner des permis qui vont faire que de l'agricole, qui vont faire que de l'immeuble à revenu. Non, mais c'est ça. Alors, on ne va pas là. Donc, on se réfère à la bonne conscience du courtier, puis à son professionnalisme pour dire, bien, je vais m'adjoindre les services de d'autres experts. Puis, on a le DA au-dessus de ça. C'est vous autres, là. On a le DA qui dit, si ça va dans ce sens-là, là, ben, il faut qu'on peut avoir un recueil, un bassin d'experts, puis on dit, ben, il faut que tu puisses là-dedans pour te faire accompagner parce que tu ne maîtrises pas l'ensemble de l'œuvre. OK? Alors, ça répond à la question? Oui? C'est bon? C'est une piste de solution. Hein? C'est une piste de solution. Je vais juste, parce que nous autres, on a un petit chrono qui descend, là, puis il faut passer. Après ça, on va y aller avec les questions sans problème. Donc, Alexandre? Si je poursuis avec le troisième et dernier élément dont on voulait vous faire part, c'est la déclaration du vendeur. Là aussi, il y a des écueils. Les courtiers doivent
éviter de se déresponsabiliser face à la déclaration du vendeur. Souvent, on va en voir qui donnent un formulaire vierge à leurs clients en leur disant « c'est ton obligation, voici ». Donc non, il faut qu'il accompagne son vendeur et qu'il obtienne les preuves de tout ce qui est indiqué. Il faut que les vérifications soient proactives, permanentes. Puis, ça implique, encore une fois, la révision des DV, des fiches descriptives antérieures, pour fournir des informations exactes et complètes. C'est vrai qu'il y a un devoir de transparence qui pèse sur les épaules de vos courtiers, c'est certain, mais il faut, par exemple, si on prend le cas d'une déclaration d'un décès, par exemple, bien expliquer l'enjeu à son vendeur de ne pas le déclarer, parce qu'évidemment, tout finit par se savoir. Donc, dès qu'une info même vient à la connaissance du courtier, il faut que lui-même puisse la projeter sur la déclaration du vendeur. Donc, il ne faut pas qu'il se fie à sa parole, c'est ça, à son vendeur. C'est ça qui est essentiel. Il faut plutôt qu'il s'assure, comme je vous le mentionnais, de la véracité des informations. L'autre enjeu, c'est qu'il y a encore bien des titulaires de permis qui ne mettent pas à jour la déclaration du vendeur quand il y a des infos additionnelles qui sont révélées. Par exemple, un rapport d'inspection qui est complété par un premier acheteur. Il ne suffit pas juste de le transférer à l'acheteur subséquent. Il faut notifier les faits saillants nouvellement connus et qui seraient défavorables pour le public dans la déclaration du vendeur. La déclaration du vendeur, c'est pas un formulaire qui est statique. Il est vraiment évolutif tout au long de la transaction. Il faut le modifier en temps et lieu quand on a de la nouvelle information. On peut le faire et il faut le faire. D'accord ? Donc, si je vous prenais une métaphore, c'est un peu comme le curriculum vitae de la propriété. Je vous dirais qu'un employeur qui a un candidat face à lui qui veut engager, il va en savoir le plus possible sur lui pour être sûr de savoir s'il fait le bon choix. La DV, c'est un peu pareil finalement. Donc, à nouveau, je voudrais que notre docteur puisse vous donner ses impressions et des pistes de solutions. Merci Alexandre. Donc, à ce moment-ci, j'en ai parlé tout à l'heure, on va compter sur vous à titre de dirigeant d'agence pour mettre de l'avant votre rôle et devenir des modèles. Alors, vous allez modéliser ce qu'on veut, qui est le comportement attendu chez vos courtiers. Comme Alexandre le disait, on le voit encore régulièrement, des courtiers qui vont laisser la fiche, pas la fiche, mais la déclaration du vendeur, et qui vont dire au client, complète-les, si jamais tu as des questions, appelle-moi, puis sinon, tu me la retournes, puis je vais insérer ça dans le dossier de transaction. Pas vraiment la façon de faire. Alors, ce serait bien qu'en petit groupe, vous preniez quelques courtiers chez vous, vous répétez l'expérience, vous avez de belles salles de conférence pour avoir visité plusieurs agences, j'ai vu comment vous êtes bien équipés, belle salle de conférence, belle télé, vous êtes capable d'afficher la DV là-dessus, de la compléter à l'écran avec eux autres et d'aider vos courtiers dans ce sens-là. Et même, on reprend mon exemple du départ, d'avoir des courtiers de différentes expériences. Oui, vous pouvez faire un modèle comme ça pour les nouveaux qui rentrent, parce que peut-être qu'ils vont vous gruger un petit peu plus de temps. Ils l'ont appris à l'école, mais sur le terrain, peut-être qu'ils n'ont pas toute l'expérience à ce niveau-là, mais quand vous les mélangez, il y a de l'échange d'expertise qui va se donner. Et vous allez voir en même temps, c'est une façon de faire pour vous, pour être capable de voir vos plus vieux, est-ce qu'ils sont capables, est-ce qu'ils sont à jour, est-ce qu'ils ont suivi les formations, est-ce que, à la lumière des réponses qu'ils vont donner dans l'exercice, vous allez le voir. Puis ceux du milieu, puis ceux du début également. Vous allez avoir un bon coup d'œil là-dessus, puis ça va vous donner une image d'ensemble de l'équipe. Donc ça, c'est très important de le faire pour assumer votre rôle de modèle à ce niveau-là. Il y a 3 éléments qu'il faut retenir dans la présentation d'aujourd'hui. Le premier, c'est d'utiliser les mises en situation que vous créez ou que vous utilisez qui sont déjà dans la vraie vie. Le deuxième, c'est les conséquences. N'oubliez pas de démontrer les conséquences du non-respect des obligations des courtiers. Et ça, c'est très, très important, c'est majeur, parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir corriger certains comportements. Et le troisième, c'est tabler sur votre rôle de DA, de dirigeant d'agence. Vous avez un rôle face à vos courtiers et vous êtes le modèle, vous êtes l'exemplarité. Si vous laissez passer des choses, si vous dites « ça, c'est pas grave, c'est l'OACQ qui veut ça, nous autres, dans la vraie vie, on fait ça », vous mettez à risque les courtiers et votre agence.
Ainsi que le public. Ainsi que le public, évidemment. Alexandre, le mot de la fin. Est-ce que vous aviez... Oui. Oui. OK. Je veux juste vous dire, monsieur, juste pour les exemples particuliers, je sais que c'est le moment pour avoir réponse à vos questions parce que vous avez un accès direct à nous qui sommes à l'OACQ. Ça, c'est très bien, mais des questions comme ça, qu'il y a des cas particuliers, je vais les prendre à la fin. On va rester ici. Tu te sauves pas? Jamais. Non, moi non plus. Je cours pas très bien, fait que vous allez me rattraper assez rapidement. Je suis pas bien en forme. Fait que vous n'aurez pas de misère, mais on va traiter ça après. Les questions qui sont de portée générale, ça, je vais les prendre. Oui, on a encore 4 minutes pour les prendre. Donc, oui, madame. Oui. Oui. Quand vous dites qu'il y a plein de courtiers qui font, est-ce que c'est des courtiers de votre agence? Oui. OK. Donc, vous avez un rôle de prévention que vous assumez à ce niveau-là. Oui. Oui. Bien, c'est ça. Et là, vous allez, ce qui va être porteur dans mon exemple du début, va l'être également chez vous, entre vous. Donc, d'un DA à l'autre, vous savez à qui est rattaché ce courtier-là ou ces courtiers-là. Et donc, communiquer avec vos collègues DA pour les informer de ça. Parce que souvent, vous fonctionnez en vase clos, généralement. Donc, un peu d'ouverture à ce niveau-là, ça va aider ce type d'exemple-là. Oui. Alexandre? Écoutez, on y travaille. C'est sûr qu'il y a des manières de... Il y a Il ne faut pas que ce soit juste moi qui parle. Il y a des manières de procéder. Effectivement, si on doit véhiculer des messages, on peut le faire par le proactif notamment. Il y a différentes capsules. Faut encore que les courtiers les lisent, évidemment. Donc ça, c'est important. Donc on est conscient effectivement que cet enjeu existe et on y travaille. C'est ça que je veux vous dire. Mhm. Oui. Ouais. Mhm. Mhm.
l'immobilier, le métier de courtier, le métier de DA n'est pas vraiment facile, on est d'accord là-dessus. Il y a beaucoup de défis, mais je pense que la proposition d'ouverture entre vous, DA, est peut-être à réfléchir. Partagez-vous vos expériences ensemble, ça pourrait être une piste de solution. Tous sont gentils. Alors, merci. Et peut-être une dernière question dans le fond, madame? Oui. On entend votre message certainement, madame. Et puis donc, ce qu'on comprend, c'est que vous voulez éviter les cases au profit de sections où on peut écrire manuellement des situations particulières. Parfait. Merci beaucoup de votre question, madame. Oui, merci beaucoup. Ah, oui. On se promène. Ouais. Alors, tous les commentaires comme ça, là, ça vaut pour la déclaration du vendeur, mais ça vaut aussi pour les autres documents. Alors, régulièrement, on reçoit des commentaires qu'on compile. Quand on fait la mise à jour, on essaie de les intégrer le mieux possible. C'est sûr qu'il y en a qu'on ne peut pas tout intégrer, mais on essaie de tenir compte de tous les commentaires pour bien mettre à jour puis répondre aux besoins, parce que c'est un besoin vraiment dans la pratique que vous nous exprimez à ce niveau-là. Donc, on essaie d'en tenir compte le plus possible. Alors, merci beaucoup. Notre temps est malheureusement écoulé. Donc, je vous remercie. Je vous souhaite un très bon dîner. Merci à vous. Merci bien.